La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons la conférence vidéophonique du livre 3, Sciences. Chapitre 4. Le point. Avant son organisation, il n'y aurait rien eu. Et puis, à partir d'un point minuscule, il se serait réalisé un univers dont l'expansion serait considérée comme infinie. Le temps, l'espace et la matière s'y seraient organisés. Les objets et les phénomènes qui s'y trouvent sont souvent incompréhensibles. La science-fiction n'est pas capable de supposer de telles réalités. Des phénomènes étranges, inexplicables et particuliers sont continuellement découverts à travers l'espace. Des objets, tout aussi étranges échappent, eux aussi, à notre compréhension. Des objets, mais aussi des phénomènes, particulièrement mystérieux et surprenants sont continuellement découverts par nos appareillages ou matériels d'investigation. Des nuages interstellaires auraient été découverts et qui seraient remplis du même alcool que nous trouvons dans la bière, comme s'il s'agissait d'une immense distillerie cosmique. D'énormes nuages seraient remplis de gaz, de poussières et de molécules organiques. Certains ont un volume supérieur à 1000 fois celui de notre système solaire. Leur gros noyau, extrêmement dense, permettrait la formation de molécules complexes, capables de produire une espèce de cocktail cosmique, obtenu par leur agrégation et leur modification. Il s'avère que ces nuages mettent en œuvre des systèmes planétaires où de la vie pourrait s'y développer. Notre propre système solaire se serait construit de la même façon, avec les mêmes ingrédients. Pourtant d'autres modèles de vie pourraient apparaître, ou sont déjà apparus, dans des nuages interstellaires de constitution plus bizarre encore. Sur notre planète même, des modèles de vie organique se sont développés dans des sources d'acide. Il a également été constaté que des bactéries vivent au sein de nos nuages. La vie serait susceptible de se développer dans des environnements surprenants et inattendus. Les théories élaborées à partir de notre conception logique de l'univers sont continuellement remises en question, à partir de nos nouvelles découvertes. Des exoplanètes ont été découvertes gravitant autour d'une étoile pulsar qui est une étoile à neutrons, libérant un faisceau continu d'énergie, défiant ainsi toute notre conception sur l'organisation des systèmes solaires. Des étoiles qui ont été découvertes ont la faculté de libérer de gigantesques décharges d'énergie et d'une manière aléatoire, équivalente à une puissance qui serait égale à plusieurs dizaines de milliers de fois celle développée par notre Soleil. Il y a plus étrange encore. Une particule fantôme nous traverserait chaque seconde, le neutrino. Plusieurs milliards de ces particules, en provenance du cosmos, mais aussi de notre Soleil par suite de sa réaction nucléaire, nous traversent à chaque seconde, sans que nous ne puissions en avoir conscience. Les galaxies sont également d'étranges amas d'étoiles possédant des systèmes planétaires. Il y aurait des milliards de galaxies dans l'univers. Certaines d'entre elles sont 100 fois plus lumineuses que celle à laquelle nous appartenons et rayonnant dans l'infrarouge. Dans toutes les galaxies, chaque année, des étoiles se forment, pendant que d'autres se désintègrent. De nouvelles galaxies aussi prennent forme. Chaque galaxie possède son trou noir central. Certaines d'entre elles possèdent un trou noir hypermassif. Plus étranges encore sont les considérations apportées par l'étude de l'univers quantique. L'univers physique pourrait n'être qu'une suggestion de notre observation, donc de notre réalité. C'est notre observation d'une particule de lumière qui déterminerait son existence. Aussi surprenant que cela puisse nous paraître, la physique quantique nous oblige à cette analyse. C'est toujours à partir de rien que la matière, l'énergie, l'espace, le temps, la conscience, l'esprit, etc., tout serait, soudainement apparu. Il est étrange que la matérialité d'un cerveau puisse suggérer une telle immatérialité qu'est l'expérience. Le principe de la réalité de la matière ne serait vrai que lorsqu'elle serait observée. Il y aurait une superposition de possibilités en expansion, sans qu'aucune ne puisse être définie à l'avance. Le monde dans lequel nous pensons évoluer pourrait n'être qu'imaginaire.
Cela serait l'action d'observer qui créerait les conditions de la réalité de notre univers. Cela signifie que lorsqu'on observe l'intime partie de la matière, l'objet observé disparaît. Il ne reste plus que des relations, sans localisation, sans espace, sans aucune notion de temps. Plus nous recherchons dans le détail des éléments de la matière et plus nous observons une construction d'informations qui nous permet la construction d'un monde à plusieurs dimensions. C'est cette vision que nous considérons être la réalité et qui ne serait rien d'autre que notre représentation d'une réalité. Les méthodologies conceptuelles que nous utilisons, pour nous mouvoir dans cet univers, ne seraient que des phénomènes mentaux organisés par nos sens et notre cerveau. Cette hypothèse procède du postulat que, si tout existait à l'origine de l'univers, tout reste alors interconnecté au tout qui nous entoure. Même si l'univers physique, dans son acception classique, est en expansion, ce même univers physique, dans son acception quantique, nous montre que son tout n'est qu'une masse d'informations, à laquelle nous restons reliés. Mais également à une masse énergétique à laquelle nous sommes intégrés. La mécanique quantique semble vouloir nous suggérer que nous n'appartenons pas seulement à un univers, mais que nous serions les constituants de multi-couches d'univers, appelés des multivers. L'aspect de la réalité des multivers, que semble vouloir suggérer la mécanique quantique, s'appliquerait à tout et partout. Tout serait interconnecté à ce tout. L'individualité, selon ce processus, deviendrait alors une supercherie illusoire. Cette illusion est accentuée par notre vision d'un espace supposé séparant toutes choses. C'est là une particularité de la physique quantique, qui nous démontre que lorsque des particules ont été connectées dès leur origine, elles demeurent connectées, quelles que puissent être ensuite les distances apparentes qui les séparent. Autrement dit, toute nouvelle influence sur une particule sera immédiatement enregistrée, par la particule qui lui correspond. C'est donc un processus collectif qui s'effectue avant toute démarche individuelle. La réalité quantique nous oblige à modifier notre appréhension de notre individualité dans notre rapport avec le collectif. La perception puis l'expérience et l'expérimentation semblent alors devoir devenir la réalité de notre conception individualisée. La réalité serait seulement le vécu de chacun d'entre nous. La conscience individualisée doit rejoindre la conscience collective du tout. Une telle compréhension de l'univers physique, à partir de sa conception quantique, nous contraint à un changement de perception, dans notre cheminement illusoire. L'arrêt de la vie, après un certain cheminement déclenché par son début, ne serait alors que le passage d'un état vibratoire transitoire vers un autre état vibratoire où nous étions déjà. Si nous voulions formuler ceci d'une autre façon, nous dirions que la mort, après un cycle de vie autorisé par la naissance, n'est qu'un champ expérimental nécessaire à la progression de la conscience. Tout ne serait qu'un conditionnement indispensable à la réalisation d'un état particulier qui nous apparaît imposé. Dans l'espace, notre univers physique est complexe, c'est une évidence. Pourtant, nous ne soupçonnons pas son fonctionnement. D'énormes pièges sont tapis, au sein de chaque galaxie, et bien évidemment à l'intérieur de la nôtre. L'humanité, si elle doit perdurer, sera vraisemblablement confrontée à d'énormes dangers. La météorite qui aurait percuté notre planète, à l'époque des dinosaures et qui est supposée les avoir anéantis, n'était pas parmi les plus volumineuses des météorites susceptibles de rencontrer la Terre, à nouveau. Une autre extinction massive naturelle ou causée par nous-mêmes pourrait-elle se reproduire? La plupart des corps, tous en déplacement dans l'univers, sont contraints à se percuter avec un autre objet. Le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de nous, est en phase de fonctionnement normal. Cette étoile est de petite taille. Des étoiles ont des tailles phénoménales. Une supernova, lorsqu'elle arrive en fin de vie, explose. L'énergie dégagée au cours de sa destruction est telle qu'elle peut engendrer un rayonnement gamma, visible à des milliards d'années-lumière de sa zone de déflagration. Le sursaut de rayons gamma crée un faisceau de particules à très haute énergie, particulièrement destructrices. Si ce faisceau était dirigé vers notre planète, toute forme de vie y serait immédiatement anéantie. Notre planète aurait déjà connu, au moins 5 épisodes de destruction massive à sa surface.
Lorsqu'une étoile massive explose, il se produit un trou noir en son centre. On appelle ce phénomène astronomique un trou noir parce que la lumière, elle-même, ne parvient plus à s'extraire du centre de rotation, causé par l'effondrement de l'étoile. Or, il s'avère que des trous noirs errants se déplacent au sein de notre galaxie. Ils ont la particularité d'absorber tout ce qui se trouve dans leur champ de gravité. Si un trou noir passait à proximité de notre système solaire, celui-ci serait entièrement détruit. De plus, il se trouve que leur mode de déplacement est absolument imprévisible. Plusieurs milliers de ces trous noirs errants circulent partout dans notre galaxie, c'est ce que nous appelons la Voie lactée, en raison de sa blancheur laiteuse, lorsque nous observons le ciel de nuit. Parmi les phénomènes perturbateurs, notre galaxie a déjà percuté et absorbé une petite galaxie, rencontrée sur sa trajectoire, et elle s'apprête à en percuter une seconde. Des collisions entre les étoiles se produisent également. Ces objets stellaires, lorsqu'ils se percutent, détruisent inexorablement leur système planétaire réciproque. Notre planète aussi peut développer une destruction massive de la vie à partir de ces volcans. D'extravagantes pandémies, causées par de nouvelles bactéries infectieuses, pourront être tout aussi destructrices. L'humain, lui aussi, peut avoir sa part de responsabilité. La zone fantôme de Tchernobyl ne pourra plus être habitée avant plusieurs siècles, en raison de la trop importante radioactivité qui s'y est développée. D'autres énergies. Une énergie exclusivement fossile. 80% de l'énergie consommée sur notre planète est obtenue à partir des ressources fossiles, pétrole, gaz, charbon. Les nouveaux besoins en énergie deviennent exponentiels. Notre modèle de développement n'est plus compatible avec les ressources naturelles surexploitées ni avec les niveaux de pollution qu'ils engendrent. Or, les discours et les initiatives des responsables ne sont pas du tout rassurants quant aux mesures envisagées. Bien que le terme « énergie » autorise plusieurs acceptions d'une force actée vers une force potentielle, jusqu'à une puissance de la conscience, il convient donc de savoir à quel niveau du terme on se place. Actuellement, nous considérons l'énergie comme une capacité de transformation. Les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement sont quantifiables. C'est cette notion qui a donné naissance à la physique quantique. Le concept d'énergie pourrait se définir par le simple fait qu'elle puisse être conservée. C'est là la caractéristique essentielle de sa définition. Il s'agit d'une quantité associée à tous les systèmes physiques, qui reste constante. Toutefois, l'énergie n'est pas la puissance et inversement. La puissance doit être associée au débit de l'énergie. Lorsque nous consommons de l'énergie, nous ne faisons que dégrader sa qualité énergétique. Nous modifions son entropie par une modification de sa valeur. Il est donc une gageure de parler d'une énergie renouvelable. Il ne peut exister qu'une modification dans la manière de cette dégradation de l'énergie. Les lois physiques ne peuvent pas changer au cours du temps. Il en va de même pour celles qui régissent l'énergie. Ce sont les conditions physiques qui évoluent. Les conditions physiques actuelles permettent de comprendre quelles ont été les conditions physiques du passé. Cela nous permet un rapprochement entre les lois fondamentales de la physique quantique des particules avec les lois fondamentales de la physique classique cosmologique. La conservation de l'énergie est donc une conséquence de l'invariance des lois physiques. La conservation de l'énergie reste une constance primordiale. Il apparaît alors que l'énergie n'est pas suffisante à vaincre l'inertie d'une masse. Par contre, une masse peut développer de l'énergie cinétique. Il apparaît aussi que deux masses entrant en collision développent de l'énergie, mais surtout des masses considérablement plus importantes. C'est particulièrement constaté au cours d'expériences de collision de particules. Il est ainsi démontré que la propriété d'un objet sera de pouvoir devenir un autre objet. Par exemple, un électron qui rencontre un positron dont les masses se convertissent intégralement en énergie va également se convertir en nouvelles particules. Or, des particules, sans masse, peuvent avoir de l'énergie, mais dont la vitesse reste constante et qui est celle de la lumière. Et pourtant les particules ont une propriété de masse dite secondaire.
En réalité, la masse des particules élémentaires résulte de leurs interactions avec leur milieu qui est un champ, leur procurant une inertie et donc une masse. La masse apparaît alors être une mesure du couplage de certaines de ces particules élémentaires avec le champ. Quelle énergie faut-il utiliser pour obtenir 1 kWh? Cela dépend, bien sûr, du type d'énergie cinétique utilisée, qui correspondra à l'interaction fondamentale utilisée. Si elle est gravitationnelle, électromagnétique, nucléaire faible ou forte ou noire, les besoins seront bien différents. Les quantités pourront aller du microgramme à quelques milligrammes jusqu'à plusieurs tonnes. Pour ce qui est de l'énergie noire, elle n'est, pour l'instant, que supposée exister. Une énergie libre aurait été mise en évidence par Nikola Tesla, parmi l'une de ses nombreuses applications. Son projet de diffusion, à grande échelle, dont les essais étaient particulièrement satisfaisants, a été immédiatement bloqué, puis éliminé. Des centaines de millions de découvertes qui auraient été utiles au développement et au bien-être de l'espèce humaine ne seront jamais exploitées. La raison en est, tout simplement, qu'il contrarie les plans économiques de certains oligarques. Les intérêts généraux sont laissés pour compte, pour le seul profit des intérêts particuliers. Un début. Y aurait-il eu un début, y aurait-il une fin? L'origine et l'avenir de l'univers, dans lequel nous évoluons, à cet instant, peuvent-ils être expliqués? Y aurait-il eu quelque chose avant le point zéro? Y aurait-il des réponses à ces questions? Les questions sur l'origine de l'univers, avant son expansion, si expansion il y a eu, sont totalement prématurées. Il y aurait un semblant de répartition des rôles, sur la question de l'origine, entre la science et les religions. La physique classique expliquerait l'expansionnisme de notre univers à partir d'un point zéro. Les religions s'octroyant l'origine, avant le point zéro. La cosmologie fait de la gravitation la force de l'univers. Toutefois, cette force constatée n'est pas seule. Il y a la force électromagnétique puis une force nucléaire faible et une force nucléaire forte. Ces quatre forces, pour l'instant, semblent pouvoir définir les interactions en présence. Or, à partir d'un modèle cosmologique qui n'intégrerait que la gravitation, décrite dans la physique classique, permettant d'aboutir à un instant zéro, l'univers qui y est extrapolé, à partir des équations, est complètement faussé. La définition de l'univers apparaît incomplète, même si les équations donnent le résultat, expliquant l'expansion de l'univers, à partir d'un certain moment. Il est donc impératif d'intégrer les trois autres forces qui résultent de la physique quantique, pour pouvoir tenter d'expliquer une origine. Cependant, nous n'avons pas d'expérimentation nous permettant d'établir la réalité d'un point zéro. Nous ne parvenons pas à l'expérimenter. La physique quantique contient des concepts qui reposent sur des principes, mais donne un aspect contradictoire avec la physique classique. L'espace et le temps de l'un n'apparaissent pas être le même que celui de l'autre. Toutes les tentatives cherchant à unir l'espace et le temps n'ont pas pu aboutir. C'est évidemment la porte ouverte à toutes sortes de spéculations. Les spéculations n'ont pas la possibilité de donner des réponses. Elles demeurent au niveau hypothétique. Des prédictions, tant qu'elles ne peuvent pas être testées en laboratoire, restent sans valeur. Ce qui apparaît plus logique à explorer ne serait pas un point zéro, purement hypothétique, mais une transition de phase, c'est-à-dire l'évolution d'un processus, à partir d'autre chose. La réalisation, à partir du point zéro, n'a plus lieu d'être citée. L'idée d'une singularité initiale n'est plus un point zéro. Cette idée devient autre chose. Cette hypothèse de travail vient du fait que la chaleur initialement atteinte ne peut pas dépasser sa valeur maximale. La question de savoir ce qu'il y avait avant, supprime toute idée métaphysique. Elle est simplement une constante physique. La théorie dite des cordes apparaît la plus adaptée à une telle conclusion. Une autre théorie, peut-être plus audacieuse, appelée quantique à boucle, semble permettre à la physique classique et à la physique quantique d'être compatibles. Tout volume, dans l'espace, deviendrait un multiple entier, issu d'un autre volume minimal, non nul.
Cela permet d'expliquer qu'il y a bien eu, à l'origine, un point de contraction maximale, permettant une expansion de l'univers, dans lequel nous nous trouvons. Il y a bien un instant de départ, mais qui ne peut être un point zéro. La physique a ceci de particulier qu'elle ne peut expliquer un phénomène que par référence à un autre phénomène. Rien ne peut exister à partir de rien. Tout est composé d'un tout. La finalité démontre que l'origine de l'univers ne peut pas être scientifiquement prouvable. C'est-à-dire, une transition qui ferait passer, d'une absence de réalité à l'existence d'une chose. Si on part d'un postulat établissant qu'il y aurait déjà eu tout ce qu'on peut imaginer, l'origine n'est pas explicable. Donc, l'univers n'a pas pu provenir du néant. Toutefois, cette finalité peut aussi démontrer que l'univers n'a pas eu une origine. Ceci explique que, le fait de considérer qu'il y aurait une origine à la création de l'univers, permet une prise en main des uns par les autres. Il s'agit d'une situation, totalement arbitraire, qui veut considérer que les uns détiennent l'explication, au détriment des autres, qui sont ignorants. Toute notre organisation sociale repose sur ce concept. Tant que l'humain ne sera pas capable de sortir de ce carcan, il aura une totale impossibilité à évoluer. Il ne cherchera pas non plus à comprendre quoi que ce soit. Il y a les élus, et les autres. Ce constat nous permet de mieux comprendre l'influence gangrénante des pensées radicales, en opposition à toutes les autres formes de pensée sociale. Un infini. Pour comprendre ce que pourrait signifier l'infini, il faut partir d'un concept. Celui du symbole lui-même. L'univers se serait constitué à partir d'un infiniment petit jusqu'à devenir un infiniment grand. Pour pouvoir le conceptualiser, il est indispensable d'incorporer la théorie du tout en tout. Si, dans un concept, deux extrémités limitent une réalité, quelle est alors la réalité de l'univers ? Un quantum d'énergie procéderait, à partir d'éléments, générés par les photons, fréquences, vibrations, longueur d'onde, force d'attraction, température, densité, volume, intensité de champ, temps, vitesse, masse par accrétion, masse relativiste, et aboutirait à la singularité absolue. Ces deux extrémités, allant du quantum d'énergie jusqu'à la singularité absolue, seraient censées limiter l'existence de notre univers. En ce qui concerne ces deux objets, aucun des concepts relatifs à la matière n'aurait alors de sens. Les concepts de vide, de température, de masse, de densité, d'espace ou de temps seraient écartés. Ils seraient des points immobiles dans l'espace, où tous les concepts, propres à la matière, auraient disparu et qui seraient ainsi, dépourvus de température. Cette existence se déroulerait dans un non-espace et un non-temps. Les extrémités de notre univers seraient alors identiques et non dimensionnelles. Il s'agirait de deux points d'énergie qui seraient bloqués, dans leur propre espace et dans leur propre temps. Un seul élément pourrait les différencier, ce serait le mouvement relatif. Cela signifierait que, sous certaines conditions, n'importe quel point de l'univers détiendrait suffisamment d'énergie pour créer un univers. Dans un tel concept, il convient de considérer que la singularité absolue représente le principe de l'univers et le quantum d'énergie en représenterait la fin. Le mouvement générerait des forces, lesquelles généreraient des éléments, ayant apparence de particules. Les particules élémentaires seraient alors créées à partir des champs de force, eux-mêmes générés à partir du mouvement. Les atomes, ainsi réalisés, seraient ensuite réunis entre eux, par les forces qu'ils génèrent, pour créer les structures. Il suffit ensuite d'identifier ces structures et de les identifier en matière. Des formes géométriques tridimensionnelles s'élaboreraient et façonneraient l'espace et le temps. Telle serait la base d'une réalité comme étant la nôtre. Le mouvement crée alors des symétries qui exercent un rôle fondamental dans cet univers. La symétrie serait l'équilibre harmonique qui consiste à refléter une même image de part et d'autre. Pourtant, une sphère ne possède ni gauche, ni droite, ni haut, ni bas. Or, la sphère représente une symétrie parfaite et infinie. La symétrie réalise, à elle seule, le concept le plus important de l'univers.
C'est elle qui procède à une totale conservation des caractéristiques. Tout objet symétrique conserve ses qualités. Une loi mathématique permet de déterminer qu'à chaque symétrie correspond une loi de conservation. Elle s'applique également en tant que loi de conservation de l'énergie. Pourtant, les objets symétriques ont une durée de vie limitée. Tout ayant eu un commencement devrait avoir une fin. Mais, puisqu'il existe une loi de conservation des symétries, elle pourrait expliquer que l'univers soit cyclique. Un cycle de début et de fin devenant infini. Tout étant en tout, tout deviendrait cyclique. Les symétries s'établissent à partir du mouvement. Elles se conservent avec les champs de force. Ces champs de force établissent des objets dynamiques. Les objets de l'univers seraient donc cycliques et infinis. Tout, de ce que nous considérons comme vivant, contient la loi de symétrie. Chaque être vivant répond aux champs de force dynamique. Cela explique les cycles de naissance, de vie et de mort. Toutefois, aucun champ de force ne protège la vie. C'est alors l'instinct de conservation qui intervient. C'est à cet instant qu'il convient d'intégrer le symbole de l'infini. Cette figure géométrique et symétrique concrétise la conception d'un éternel recommencement. En effet, un point central se situe à l'intersection de ce modèle géométrique. Les cycles, de début et de fin, parviennent, continuellement, au même endroit. Il s'agirait là, d'un point, non dimensionnel, ainsi que précédemment démontré, par les limites de l'univers. Si, le quantum d'énergie et la singularité absolue se concrétisent en un seul point dans la symétrie universelle, ils deviennent la même chose. Il s'agirait donc, d'un point non dimensionnel, représentant le principe et la fin de notre univers. L'infini apparaît tout simplement, comme étant une concrétisation de cycles infinis de début et de fin, successifs. Comment se concrétise alors la géométrie dynamique? Elle se réaliserait à partir du mouvement. Toute sphère, dans l'univers, possède un mouvement circulaire. Pour pouvoir déterminer l'infini, il convient de faire tourner une sphère dans deux sens de rotation, un à partir de l'axe polaire et l'autre à partir de l'axe équatorial. Le résultat en sera une omnisphère, non-objet, représentant un champ sphérique de force, créé à partir du mouvement. Si, maintenant, un point est placé en un quelconque endroit de cette omnisphère, celui-ci va décrire une figure géométrique, représentant le symbole du signe infini. Or, le symbole de l'infini, ainsi matérialisé, est tridimensionnel. Tout, dans l'univers est tridimensionnel. Il convient, ensuite, d'y associer, éventuellement, un espace-temps. Toute la collection. Les populations esclaves. Est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet. lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livres brochés. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer, sur le logo, Livre Amazon dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube. La